Quand on pense Lego, on imagine tout de suite des enfants, un tapis de jeu, des briques partout. C'est un peu l'image d'Épinal. Oui, l'image classique. Sauf que les chiffres, eux, racontent une histoire complètement différente. En 2023, le chiffre d'affaires de Lego, c'était, 8,8 milliards d'euros. C'est colossal. Et le plus fou, c'est qu'en 2021, une boîte sur 5 était achetée par un adulte. Pour lui, pas pour un enfant, pour lui-même. C'est énorme. Pour comprendre comment on en est arrivé là, on s'est penché sur une analyse vraiment passionnante de Julian Alvarez pour The Conversation. Elle décortique la stratégie de Lego pour séduire ce marché adulte. Et on va voir que rien, mais alors vraiment rien, n'a été laissé au hasard. C'est exactement ça. Faut bien comprendre que ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une mode passagère non plus. C'est le résultat d'une stratégie incroyablement méticuleuse, pensée sur le très long terme. D'accord. L'entreprise danoise a compris que les adultes n'avaient pas seulement la nostalgie, ils avaient surtout le pouvoir d'achat. Et elle a tout mis en œuvre pour le capter. Alors, par où ils ont commencé? J'ai l'impression que la première étape, c'était de rendre le Lego pour adultes respectable. C'est ça, de le sortir de la chambre d'enfant. Et pour ça, ils l'ont rapproché d'un autre loisir d'adulte, le puzzle. Sur les boîtes 18+, ils affichent en gros le nombre de pièces, comme un puzzle de 2000 pièces. J'ai vu leur world map, la carte du monde. 11 195 pièces. 11 000, oui. C'est un projet quasi pharaonique. Et à la fin, comme un puzzle, tu peux l'encadrer et le mettre mur. Oui, la comparaison est évidente, mais pour moi, elle est presque trompeuse. Ah oui? Un puzzle, c'est une forme de chaos qu'on doit ordonner. Le plaisir et parfois la frustration, ça vient du fait de chercher, de tâtonner. De pas trouver la bonne pièce pendant des heures. Exactement, c'est un combat contre le désordre. Lego, c'est tout l'inverse. On te donne une notice de 300 pages qui te guide pas à pas. C'est un processus maîtrisé, presque zen. C'est vrai. C'est une bonne façon de voir les choses. C'est pas la même satisfaction. Non? L'un, c'est le soulagement d'avoir résolu une énigme, l'autre, c'est le plaisir de voir quelque chose se construire parfaitement sous ses doigts. Et Lego a poussé l'expérience encore plus loin, n'est-ce pas? Absolument. Sur cette fameuse world map, il y a un QR code, tu le scannes et ça te lance une bande son. Une bande-son? Oui, avec des témoignages de voyageurs du monde entier, donc tu ne fais pas qu'assembler des petites pièces, tu construis ta carte du monde en écoutant des récits de voyage. Lego ne vend plus seulement un produit, il vend un moment. Une ambiance. C'est du marketing expérientiel de très très haut niveau. D'accord, donc il y a ce côté relaxant, presque méditatif, mais ils ne se sont pas arrêtés là. J'ai vu des modèles comme le Titanic, le Colisée de Rome, la Tour Eiffel. Là, on n'est plus en 2D. Non, on change de dimension. J'imagine que c'est une autre paire de manches. On n'est plus en train d'y poser des briques à plat. Il faut pouvoir imaginer la pièce finie dans sa tête, la faire tourner. Ça demande une vraie gymnastique cérébrale, non? C'est le deuxième niveau. Une fois que tu as accroché le client avec l'aspect détente, tu lui proposes le défi. Ces modèles en 3D qui coûtent parfois près de 700 € comme le Titanic. 700 €, Mhm. avec ses 9 990 pièces, font appel à ce que l'analyse appelle la rotation mentale, la capacité à visualiser un objet complexe en 3 dimensions. C'est beaucoup plus engageant intellectuellement. Et c'est ça qui crée l'attachement à l'objet. C'est ça. Et qui donne envie de le garder, j'imagine. Personne ne passe 50 heures à construire un Titanic pour ensuite le démonter et le ranger. Non, c'est clair. Évidemment, plus la construction a été longue, difficile et coûteuse, plus l'objet final devient un trophée. Ce n'est plus un jouet, c'est une sculpture, un objet de déco qui dit quelque chose sur toi. Regardez ma patience, ma dextérité. Ma persévérance. Voilà. Et Lego a créé des gammes entières comme Architecture ou Icons qui sont pensées dès le départ pour finir sur une étagère. C'est la porte d'entrée vers la collection, je vois. Donc, on a le défi, la relaxation, l'objet de collection. Mais j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'éléphant dans la pièce. Ah, Quand je vois le Faucon Millenium ou le château de Poudlard, je me dis que le moteur principal, c'est autre chose. C'est la pure nostalgie, non? on y arrive. C'est le carburant le plus puissant de la machine Lego. Et la licence Star Wars est l'exemple parfait. Lancée en 1999, c'est leur gamme la plus prolifique. On parle de près de 957 différents, 950? plus de 1400 figurines uniques. C'est un univers dans l'univers. Et c'est entretenu par une communauté de fans ultra dédiés, avec des programmes VIP, des influenceurs. C'est une machine de guerre marketing. Et psychologiquement, comment ça fonctionne? C'est juste le souvenir des briques de notre enfance? C'est plus malin que ça. L'article parle d'une double Madeleine de Proust. J'aime bien l'image. C'est comme si tu avais une double dose de nostalgie. Non seulement tu retrouves le plaisir des briques de ton enfance, mais en plus, tu te replonges dans un univers culturel qui a marqué ta jeunesse. Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones.
Le Seigneur des Anneaux. Lego fusionne la nostalgie du jouet avec la nostalgie du film. C'est redoutable. Et ça crée un pont entre les générations, je suppose. Le parent qui a grandi avec Star Wars va vouloir partager ça avec son enfant. Exactement. Le parent devient le meilleur prescripteur de la marque. Il initie son enfant non seulement à Lego, mais aussi à ses propres héros. Ça crée des moments de partage, ça renforce les liens et, accessoirement, ça garantit la prochaine génération de clients pour Lego. C'est un cercle vertueux pour eux. Tout ça crée un marché de collectionneurs très actif. Mais l'analyse mentionne un phénomène encore plus surprenant. La spéculation. Ah oui, De Lego à 700 € pour ne jamais les ouvrir, pour ne jamais les ouvrir. comme on achèterait une bouteille de Grand Cru. C'est fou, quoi. Exactement. Et c'est là que ça bascule. La question se pose vraiment. Est-ce encore un jouet ou est-ce devenu un actif financier? Un actif financier, l'article cite une étude qui a montré que certains sets Lego, conservés scellés, pouvaient avoir un taux de rendement de 11% par an. 11%. Par an, c'est sur certaines périodes plus que l'or ou les actions. Des collectionneurs traquent les sets qui vont être retirés de la vente pour parier sur leur future rareté. Et Lego? Quelle est leur position là-dessus? Ils encouragent ce marché parallèle? Ils jouent dessus avec une subtilité remarquable. Ils ont créé une gamme qui s'appelle Ultimate Collector Series. La série pour collectionneurs ultimes. Rien que le nom est un signal. Ces boîtes sont plus chères, plus détaillées, produites en quantité plus limitée. La marque dit elle-même aux consommateurs « Attention, ce produit est rare, il a un potentiel ». Et ça leur permet de justifier les prix très élevés. Bien sûr, le client a l'impression d'acheter non pas un jouet, mais une pièce de valeur, un potentiel investissement. C'est fascinant. Ils ont réussi à transformer la brique en plastique en or, en quelque sorte. Mais leur stratégie ne s'arrête pas aux objets physiques. Pour rester pertinents, ils ont dû aller voir ailleurs. Oui, ils ont compris qu'on ne pouvait plus exister au XXIe siècle en ne vendant que des boîtes en carton. Du coup, ils ont massivement investi dans la diversification. Les jeux vidéo, bien sûr. Les jeux vidéo, avec l'énorme succès de la saga Lego Star Wars, qui a vendu plus de 45 millions de copies, mais aussi le cinéma, avec les films The Lego Movie, ou la télévision, avec l'émission Lego Masters. Qui est un format qui cartonne dans le monde entier. Partout. Concernant les jeux vidéo, j'ai lu que c'était une stratégie particulièrement fine. C'est pas juste pour vendre un jeu de plus. Non, c'est une stratégie à double détente. Premièrement, comme le souligne l'analyse, c'est une façon de ne pas perdre leurs clients. Comment ça? Une étude montre que dès l'âge de 8 ans, les enfants passent de plus en plus de temps sur les écrans, au détriment des jouets traditionnels. D'accord. Plutôt que de combattre ce phénomène, Lego l'accompagne. Ils disent en substance « Tu arrêtes de jouer avec nos briques, pas de problème, continue de jouer avec nous sur ta console. » Ok, donc ils gardent les enfants dans leur écosystème à mesure qu'ils grandissent. Et l'autre aspect de la stratégie, c'est lié aux réglementations sur la pub, c'est ça? C'est le coup le plus malin. Dans beaucoup de pays, notamment en Europe du Nord, la publicité qui cible directement les enfants est très encadrée, parfois même interdite. C'est un vrai casse-tête pour les marques de jouets. Exactement. Le jeu vidéo, c'est un formidable cheval de Troie. Il n'est pas perçu comme une pub directe. L'enfant joue, il s'immerge dans l'univers, il adore les personnages, et ensuite, qui va-t-il voir pour demander la boîte du vaisseau qu'il a piloté? Ses parents. Ses parents, qui, souvent, sont déjà à moitié convaincus par nostalgie. C'est une manière brillante de contourner les restrictions. C'est vraiment une toile d'araignée stratégique. Mais au milieu de tout ça, de la spéculation, des jeux vidéo, est-ce qu'ils n'ont pas peur de perdre leur âme? L'idée de base de Lego, c'est la créativité, la feuille blanche. Ils y veillent très attentivement. C'est pour ça qu'ils maintiennent des gammes comme Lego classique. Juste des boîtes de briques. Voilà, des briques en vrac, sans aucun modèle, pour encourager la construction libre. Et ils ont même réussi à exporter cette idée de créativité dans un monde qu'on n'attendait pas, celui de l'entreprise. Ah oui, le programme Lego Serious Play. Ça a l'air un peu gadget vu de l'extérieur. Ça fonctionne vraiment? L'article montre que c'est bien plus qu'un gadget. Le programme existe depuis 2002. L'idée, c'est d'utiliser les briques comme un outil pour faciliter la communication. Concrètement? Imagine une équipe qui doit définir sa stratégie. Au lieu d'un PowerPoint ennuyeux, on leur demande de construire un modèle 3D de leur vision de l'entreprise. Ça oblige les gens à penser différemment, à matérialiser des idées abstraites. Ça débloque des conversations. Donc c'est utilisé pour le team building, l'innovation. Le design thinking.
C'est une façon de dire que leur produit n'est pas qu'un jouet, c'est un outil pour la pensée. Et cette créativité, ils la puisent aussi chez leurs fans, n'est-ce pas? J'ai entendu parler du programme Lego Idea. C'est peut-être le plus bel exemple de leur intelligence collective. C'est une plateforme où n'importe qui peut soumettre sa propre création. Et si ça plaît? Si un projet obtient 10 000 votes de la communauté, Lego s'engage à l'étudier pour en faire un set officiel. C'est de la co-création à une échelle immense. Et ça, ce n'est pas juste un coup de com' pour faire plaisir aux fans. Ça a débouché sur de vrais produits qui se vendent. Ça a débouché sur certains de leurs plus gros succès. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la licence Minecraft. Minecraft, le jeu vidéo? C'est ça, une sorte de Lego numérique. L'idée de fusionner les deux univers n'est pas venue d'un directeur marketing de Lego, mais d'un fan sur la plateforme Lego Idea. Incroyable. La proposition a explosé, elle a recueilli les 10 000 soutiens en un temps record. Lego a vu l'engouement, a négocié la licence et a lancé la gamme. Aujourd'hui, c'est l'une de leurs lignes les plus vendues. Ils ont transformé la créativité de leurs fans en best-seller. C'est la preuve qu'ils ont compris que leur plus grande richesse, c'était leur communauté. C'est incroyable. Si je rassemble toutes les pièces, le tableau qui se dessine est celui d'une stratégie, d'une cohérence absolue. Ils ont un levier pour chaque type d'adulte. Pour chaque profil, La relaxation pour les stressés, le défi pour les passionnés, la nostalgie pour les grands enfants, la spéculation pour les investisseurs et la créativité pour tout le monde. Ils ont réussi à élever un simple jouet au rang d'expérience culturelle. c'est exactement ça. Le marché adulte n'est plus une simple diversification, c'est devenu un pilier de leur croissance. Et on a la preuve que ce hobby est totalement sorti du placard. Il est devenu socialement acceptable. Et même à la mode. L'anecdote ultime, c'est de voir une icône comme David Beckham se filmer sur Instagram en train de construire un château de Poudlard. Je l'ai vu cette vidéo. Et le partager fièrement avec ses millions de followers. Quand Beckham le fait, ça veut dire que ce n'est plus un plaisir coupable, c'est devenu cool. Le pari est totalement gagné. L'analyse nous a montré le comment de ce succès. Mais pour finir, je me demande pourquoi ça marche si fort, justement maintenant. On vit dans un monde de plus en plus virtuel, abstrait, où beaucoup de choses nous échappent. C'est vrai ? Peut-être que le succès de Lego auprès des adultes vient de là, au fond, de ce besoin simple, presque primaire, de faire quelque chose de ses mains, de suivre un plan, de voir un résultat concret, tangible, et de pouvoir dire à la fin « c'est moi qui ai fait ça ». C'est peut-être une petite bulle de contrôle et de satisfaction dans un monde devenu très complexe.